J'ai l'immense plaisir de donner le coup d'envoi au quatrième panel qui s'intitule « Dynamique de la gouvernance publique au Maroc, approche, enjeux, réformes et perspectives ». J'invite nos chers panélistes, Madame Marwa Khouya, professeure à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat, Madame Safa Douadi, donc professeure à l'Institut national de l'action sociale de Tanger, Madame Najwa Hamouche, professeure à l'ENCG de Kenitra, Monsieur Rachid Taleb, docteur en sciences de l'éducation, Madame Safa Mzara, enseignante à l'EDGE Business School, et Madame Iman Al-Qshiri, docteur en sciences de gestion et experte en finances publiques. Sans plus tarder, donc, je donne la parole à Madame Marwa Khouya, qui va nous faire une communication intitulée « Décrypter la gouvernance publique au Maroc entre déterminants structurels et approches comportementales ». Je vous cède la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais être très à cheval sur le temps, donc ça sera 10 minutes et pas 1 minute de plus. Alors, rebonjour tout le monde. Tout à l'heure, durant les panels précédents, donc presque toutes les interventions, quelle que soit leur thématique, ont abordé la gouvernance, ou plus spécifiquement la gouvernance publique. Et normalement, dans une démarche ou dans une approche plutôt de New Public Management et de l'État moderne, on parle de ces mécanismes de la bonne gouvernance. Alors le sujet d'aujourd'hui est décrypter cette gouvernance publique au Maroc entre déterminants structurels et approches comportementales. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de traiter cette thématique, parce que justement la gouvernance publique ne se limite pas aux enjeux institutionnels ou organisationnels, mais elle reflète également des interactions profondes liées à nos propres perceptions, à notre propre manière de voir les choses en tant qu'individu. D'abord, avant de parler du collectif et des institutions et des organisations, il y a l'individu. Et l'individu a sa place, il occupe d'ailleurs une place centrale dans cette démarche de gouvernance publique. On parle aussi des choix stratégiques qui sont importants et des différentes pratiques des acteurs impliqués dans cette démarche. Ainsi donc, le fait de décrypter cette gouvernance revient à explorer les déterminants structurels tout en scrutant les comportements des décideurs et des parties prenantes en général. Je reviens sur l'intervention de M. Nadir Smaili tout à l'heure, qui a mis l'accent sur les valeurs, sur la morale, sur l'éthique. Parce que quand on parle des comportements, ils sont généralement gouvernés par nos propres valeurs et par nos attitudes émanant, bien entendu, de notre culture, des aspects sociologiques, de l'environnement dans lequel nous avons grandi, etc. Et cette démarche-là propose de lever le voile sur cette double lecture de la gouvernance de l'action publique, en mettant en lumière, bien entendu, les convergences et les tensions qui se dessinent à l'insertion des structures et des comportements. Quand on dit gouvernance publique ou bonne gouvernance en général, on parle de l'intérêt général, on parle de l'état de droit,
On parle de la décentralisation des pouvoirs, de responsabilisation, de reddition des comptes. Ceci se fait à travers des organisations, des instances, des organes institutionnels, mais qui sont... c'est qui assure justement l'activité de ces organes? C'est des personnes, c'est des individus. Et c'est à travers leur comportement qu'on essaye, bien entendu, d'atteindre ces principes de gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, oui, si on peut la définir, on peut se dire que c'est l'ensemble des mécanismes, des pratiques, des valeurs, des outils aussi, qui vont nous permettre une gestion et s'intègrent d'une manière effective dans le processus de prise de décision. Donc, on peut donner l'exemple du code des bonnes pratiques à la gouvernance, qui est destiné donc aux établissements et entreprises publiques. On peut parler aussi de la loi 6900 portant réforme au système de contrôle interne, qui est un mécanisme de bonne gouvernance, donc ce qu'on appelle le COSO, où on désigne donc tout ce qui est pilotage, activité de contrôle, environnement de contrôle, évaluation des risques aussi, et système d'information et de communication, parce que ce sont des mécanismes et des outils de mise en place de la gouvernance. On peut parler aussi de l'audit, que ce soit en interne ou en externe, des conseils d'administration qui sont des organes de gouvernance les plus classiques ou traditionnels, comme on peut citer aussi les commissions régionales liées au suivi des projets structurels au niveau régional. Je cite l'exemple de la CRUI, la Commission régionale unifiée d'investissement, qui est considérée justement comme un mécanisme de gouvernance dans le secteur de l'investissement. Donc, comment ces dynamiques comportementales peuvent influencer le déroulé ou l'efficacité de l'activité de ces mécanismes de bonne gouvernance? On parle de transparence. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cette institution est transparente? Ou est-ce qu'on peut se dire que cette personne est transparente? Moi, personnellement, je trouve que quand on parle de transparence, on parle de personne et non pas d'institution. Parce qu'on peut trouver une institution transparente en 2023, mais elle ne l'était pas en 2020. Parce que le corps administratif, par exemple, a changé. Donc, les comportements des personnes sont la pierre angulaire de cette gouvernance. On parle d'adhésion aux normes et d'éthique. C'est très important. Pourquoi? Parce que la rigueur dans l'application des lois et des règlements est favorable à la lutte contre le favorisme, contre l'opportunisme, contre la corruption. On parle aussi de responsabilité et de responsabilisation. Les deux à la fois. Oui, responsabiliser, c'est important, mais avoir des cadres et des décideurs, des politiciens et des gestionnaires responsables est aussi important. Donc c'est la capacité à rendre des comptes sur les décisions prises, sur les ressources allouées et sur les résultats obtenus. Pour avoir cette gouvernance, on doit y avoir justement une approche qui est axée sur les résultats et non pas axée sur les objectifs. Quand on parle résultats, indicateurs de performance, on peut voir si on a bien géré les ressources allouées à telle ou telle institution. Je cite aussi la propension au dialogue et à la consultation. Pourquoi? Parce que l'ouverture sur l'autre nous permet de mieux décider, de bien écouter. Ah bon? Je parle aussi du leadership et de l'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire la manière avec laquelle les agents publics exécutent leur mission et respectent
les procédures pour atteindre les objectifs. La coordination aussi est importante, c'est-à-dire faire des efforts pour travailler efficacement entre les différents niveaux de la gouvernance, que ce soit local, régional ou national, et aussi entre secteurs, y compris la société civile, donc secteur privé, public et société civile aussi. Donc pour conclure, pour promouvoir bien entendu des comportements éthiques et transparents, il est essentiel d'adopter des approches qui transcendent les principales injonctions morales ou des simples injonctions morales. Ces comportements doivent être soutenus par les mécanismes institutionnels, bien entendu. Mais comment on peut changer cette culture organisationnelle? C'est à travers une formation continue, en éthique publique, mais aussi en leadership responsable. Il est impératif aussi de conjuguer des outils institutionnels, des initiatives éducatives et, bien entendu, une volonté politique claire et solide, ferme et solide plutôt. Une véritable transformation culturelle et un engagement collectif, finalement, pour bâtir une gouvernance publique à la hauteur de toutes nos attentes. Merci beaucoup. 10 minutes. Hein. 10 minutes. Je vous remercie, professeur, pour votre communication. Donc, sans tarder, je vais céder le pupitre à Madame Safa Douadi, qui va faire une communication intitulée « Évaluation de l'efficacité d'audit interne public, une étude empirique dans le contexte marocain, cas de l'INDH ». S'il vous plaît. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Avant de commencer, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers les organisateurs de ce colloque pour l'opportunité qu'ils m'ont offerte afin de vous présenter les résultats d'une étude empirique qui a porté sur l'évaluation de l'efficacité d'audit interne qui est dédiée à l'évaluation des programmes sociaux. Alors, le thème de ce colloque, bien sûr, qui interroge la gouvernance de l'action publique face à la complexité sociale, trouve une résonance dans l'étude que je vais vous présenter. Et comme vous le savez, je reviens en arrière, il y a des années, et dans des contextes marqués par l'aggravation et la crispation des inégalités et des tensions sociales qui ont eu lieu après des années d'ajustement structurel, la question sociale a émergé dans les pays du monde entier, remettant en cause tous les systèmes qui existaient à cette période. Alors le social d'après-passe est devenu une source de préoccupation politique majeure, voire une affaire d'État, pour laquelle tous les opérateurs publics ont été particulièrement sollicités. Alors face à cette réalité, notamment après succession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône, l'État marocain a dû envisager de construire des modèles de développement qui créeraient en même temps de la dynamique dans le domaine économique, mais aussi et surtout dans le domaine social. Alors dès lors, le Maroc est devenu un théâtre de mise sur agenda du social. Toutefois, ce réaménagement de politique publique s'est avéré complexe en raison de la faiblesse des organisations publiques et de l'appareil administratif de ces organisations. Donc il a été jugé nécessaire d'accompagner tout ce changement de logique par un changement de méthode. Des méthodes qui ont été inspirées du secteur privé très directement ont introduit le secteur public, entre autres l'audit interne, qui a été considéré comme avatar de l'évaluation de politiques et programmes publics. Alors cette introduction très directe, sans adaptation, sans prise en considération des spécificités, particularités du secteur public, a généré des débats portant sur son importance et sa nécessité, sur son impact sur la bonne gouvernance, mais aussi et surtout sur son efficacité pour se demander s'il s'agit bien d'une fonction efficace ou d'une illusion de contrôle. Alors, on s'est inscrit dans la continuité des recherches qui ont porté sur cette problématique, mais c'est des recherches qui ont été beaucoup plus menées dans les pays développés. Quand vous le remarquez, c'est une recherche qu'on a effectuée sur Scopus. C'est des recherches en Malaisie, United Kingdom, South Africa, Romania, mais pas dans les pays en développement, et ça n'a pas été exploré suffisamment au Maroc. Donc, à travers notre étude, on s'est inscrit dans la poursuite de ces recherches, tout en choisissant d'évaluer l'efficacité de l'audit interne des programmes INDH. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà signalé, en raison de l'importance qui est donnée aujourd'hui au secteur et à l'évolution, à la promotion du secteur social, en raison de la place occupée par l'initiative nationale de développement humain,
mais également en raison de l'insatisfaction toujours éprouvée par Sa Majesté le Roi à l'égard des programmes sociaux, en raison du manque d'évaluation crédible des dits programmes, de la place que peut jouer ou bien le rôle que peut jouer l'audit interne dans l'évaluation régulière, et ça rejoint ce que le professeur, je ne me rappelle pas du nom, qui a insisté sur une évaluation régulière et bien sûr exhaustive avant même l'arrivée des auditeurs externes, mais également en raison des spécificités, particularités de ce secteur. Je vais signaler que en auditant les programmes sociaux, l'auditeur se trouve face à un profil d'audité différent, un audité qui fait partie de la société civile avec lequel le relationnel semble être un peu difficile. Alors, à travers notre étude, on a chercher de répondre aux deux premières sous-questions suivantes. Quel est d'abord le niveau de maturité et d'efficacité d'audit qui est mis en place pour évaluer les programmes INDH? Quels sont les facteurs qui impactent son efficacité pour enfin répondre à la question comment peut-on atteindre cette efficacité d'audit interne pour assurer sa réelle contribution à l'amélioration des programmes INDH? Je ne vais pas m'attarder sur le cadre conceptuel et définition. D'ailleurs, toujours on se réfère à la définition donnée par l'Institut des auditeurs internes. Et on a trouvé que tous les essais de définition confirment les traits saillants de cette dernière. Quant à efficacité, je cite la définition donnée par The Oxford Dictionary. Efficace, c'est avoir un effet ou être capable de produire le résultat souhaité. Comment l'audit interne pourrait être capable d'évaluer convenablement les programmes sociaux? On a proposé dans ce sens un cadre théorique pour simplifier la compréhension de cette problématique. D'abord en partant de la logique que l'auditeur c'est un acteur qui dans une organisation il doit réussir le jouer avec d'autres acteurs. Donc il a besoin de quoi? Il a besoin du savoir-être, savoir communiquer et savoir-faire. Donc il a besoin des caractéristiques et qualifications qu'on suppose qu'ils exercent un impact sur l'efficacité des missions. Également, c'est une mission normée, elle est cadrée par des normes, des règles qui soient prescrites par l'Institut des auditeurs internes ou bien par l'organisme où il est implémenté. Donc la qualité de la fonction audit interne, la manière avec laquelle on gère cette mission, elle peut impacter son efficacité. Mais également, c'est une mission qui met en relief trois acteurs principaux. L'auditeur, l'audité et ceux à qui on rencontre, généralement la haute direction. Donc pour qu'elle soit efficace, on doit gérer ce relationnel. Et étant donné le rôle que peut jouer la direction dans la facilitation et la création d'un environnement propice à toute fonction dans un organisme, il peut exercer un rôle intensificateur de toutes ces relations qu'on a déjà citées. Alors, partant de cette logique, on a choisi de commencer par une étude d'abord qualitative dite exploratoire afin d'explorer le terrain, de répondre aux deux premières sous-questions à la fois de maturité et de facteurs qui pourraient exercer un impact selon la perception des interviewés, et passer par la suite à une étude dite quantitative pour tester notre modèle. Alors, l'étude qualitative a été menée à l'aide d'un guide d'entretien avec des responsables qui émanent des organes de gouvernance de l'INDH. Je vais présenter les résultats par la suite. Quant à l'étude quantitative, on voulait s'adresser aux 166 personnes qui ont été recrutées en 2016 et à qui on devrait confier la mission d'audit. C'est des lauréats de grandes écoles. Mais l'étape exploratoire nous a confirmé que 46 ont quitté le ministère, donc 120 questionnaires ont été administrés, ce qui nous a permis de générer 94 réponses. Alors, l'étude des réponses des interviewés à notre question en relation avec le niveau de maturité de l'efficacité d'audit interne nous a permis de conclure que cette fonction a passé par deux expériences phares qui ont été déboutées dans la majorité des provinces. Celle de 2007, avec la formation de certains responsables pour qu'ils puissent confier et être chargés de ces missions, et en 2016 avec le recrutement des personnes dont j'ai déjà parlé. La majorité de nos interviewés ont qualifié cette mission de pratique officieuse qui s'exerce par des personnes qui, par la suite, ont été chargées de dossiers opérationnels, ce qui génère des conflits d'intérêts. Le besoin en un audit efficace a été exprimé par la majorité de nos interviewés qui ont considéré que la non-efficacité de cette pratique est tributaire d'un certain nombre de conditions et de facteurs qui n'ont pas été respectés. On leur a demandé quels sont ces facteurs et à l'aide de l'analyse thématique du corpus transcrit via NVivo, nous avons pu schématiser leurs réponses. C'est les facteurs qui ont été les plus répétitifs et redondants dans leur discours. Alors il s'agit du soutien de la direction qui a pris une place prépondérante dans la hiérarchisation de ces facteurs, suivi de la relation auditeur-audité, de la qualité de l'audit et des qualifications des auditeurs. Nous les avons retenus
afin de les tester statistiquement. L'analyse de régression linéaire nous a permis de valider toutes les relations d'impact positif de ces variables, mais une seule hypothèse de relation positive et significative de la compétence sur l'efficacité d'audit interne n'a pas été validée. Elle a été considérée comme variable qui a un impact, ou bien un facteur qui a un impact sur l'efficacité dans notre cas étudié, mais ce n'est pas si significatif d'après nos interviewés. Le problème est beaucoup plus un problème organique d'organisation de la fonction que d'un simple problème de compétence. En insérant le... oui, je viens de terminer les résultats. En insérant le modérateur, une seule variable, une seule hypothèse de modération a été validée et qui préconise qu'avec le soutien de la direction, la relation auditeur-audité s'intensifie et augmente par conséquent l'efficacité de l'audit interne. Alors au fil de ces résultats, nous avons avancé certaines propositions si on veut repenser cette pratique pour éviter de se retrouver avec une fonction vitrine qui existe plus par obligation que par conviction. Il faut d'abord commencer par réorganiser cette fonction moyennant un arrêté de nomination des auditeurs avec leur structure, leur mission, surtout leur rattachement hiérarchique au wali ou bien au gouverneur pour préserver leur objectivité et bien sûr un rattachement ou bien un lien hiérarchique avec l'inspection générale de l'administration territoriale qui pourrait aider à s'échanger les informations et à bénéficier de leurs compétences également. Assurer la qualité dans l'exercice de la fonction, étant donné que c'est une fonction normée, et accorder un intérêt particulier au comportement des auditeurs envers les audités et également à la perception des audités à l'égard des auditeurs. On confond toujours l'audit avec l'inspection, mais c'est le contraire. C'est totalement, il y a une grande différence entre les deux. L'audit, il est là pour nous assister, pour nous recommander pour nous proposer des recommandations et pour apporter de la valeur ajoutée pour l'organisme. Et ce rôle peut être joué par le support qui peut être apporté par la direction. Donc, je m'arrête à ce niveau. J'espère que ça a été très, très enrichissant pour vous. Et voilà. Une seule chose, je veux finir par la citation, ou bien l'expression qui est affichée sur la fiche du MAP, analyser pour mieux décider. J'ajoute surtout, il faut mieux analyser pour mieux décider. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour votre communication concernant un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc sans tarder, j'appelle Madame Nejwa Hamouche, elle n'est pas là. Donc, Monsieur Rachid Taleb, qui va faire une communication sur l'influence des structures organisationnelles sur l'implémentation des politiques éducatives de qualité au Maroc. Si vous êtes d'accord. Bonjour, merci beaucoup. D'abord, je remercie tous les organisateurs et tous les partenaires, bien entendu, sans exception aucune. Et je me réjouis aujourd'hui de vous présenter les résultats de ma recherche qui portait sur l'influence des structures organisationnelles sur l'implémentation des politiques éducatives de qualité au Maroc. Et pour cela, nous avons établi ce plan que je vais essayer de mettre en exergue au fur et à mesure de ma présentation, sachant bien que je vais me faire un focus sur un certain nombre d'éléments, en commençant par un contexte, une introduction, dans un contexte où il y a beaucoup plus des réformes qui ont été engagées par le Maroc dans le système éducatif et qui visaient davantage, ou bien qui ont une perspective d'améliorer le système éducatif en termes de qualité. Et à partir, le focus bien sûr va se focaliser sur le 2000 jusqu'à maintenant, et tout précisément à partir de l'élaboration de la Charte nationale d'éducation et de la formation en 1999 jusqu'à l'adoption de la loi 51-17 relative au système d'éducation et de la formation et de la recherche scientifique. Et on va essayer de voir la relation qui existe entre le trio, qualité de l'éducation, qui est conditionnée par un certain nombre de facteurs, entre autres la dimension organisationnelle, et qui mène normalement vers une réforme du système éducatif qui prévoit la qualité, entre autres. Et puis, nous avons un certain nombre de défis qui sont beaucoup plus, qui concernent
la pertinence de l'évaluation, parce que quand on parle de l'aspect organisationnel qui est normalement négligé d'après un certain nombre de réformes, cet aspect-là acquiert un certain nombre d'années pour pouvoir avoir les résultats. Donc les résultats ne sont pas immédiats. Et puis, le deuxième défi, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'organisations qui, en fait, demandent à ce qu'il y ait une communication, une coordination entre tous ces acteurs et toutes ces structures. Et là, c'est parmi les défis auxquels nous allons essayer de répondre. En termes de la théorie, nous avons essayé de faire une réflexion théorique sur les différentes réformes éducatives dans le prisme organisationnel, et nous avons deux tendances, deux très grandes tendances. La première tendance, c'est le modèle où les réformes sont prises d'une manière verticale, et là, au niveau opérationnel, les enseignants surtout, au niveau du système, au niveau de l'établissement scolaire, se sentent lésés, ne sont pas concertés pour la réforme éducative, et du coup, cette réforme est vouée normalement à l'échec. Et puis, le deuxième modèle, c'est le modèle de la réforme progressive, où les décisions sont prises à pouvoir égal, et là, on se sent vraiment que les acteurs, tous les acteurs, dans les différentes strates, se sentent importants et essaient de prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir assurer l'implémentation en bonne et due forme de la réforme éducative. Duprier, parmi les tenants de l'approche fonctionnaliste, c'est parmi les gens qui disent que en fait, la réforme éducative en soi obéit au principe vertical. Et là, on va repérer qu'il y a une fragmentation entre les différentes strates. Et quand je dirais les différentes strates, nous avons le ministère de l'Éducation nationale, et puis nous avons les académies régionales, les 12 régions, et puis nous avons dans chaque région des directions provinciales, et puis les établissements scolaires dans chaque province. Et puis nous avons les tenants de courant, l'approche néo-institutionnaliste, qui ils sont dans cette tendance des structures rationnelles, et pour avoir cette rationalité des structures, ils ont besoin de trouver un compromis pour avoir la légitimité. La légitimité n'est pas du tout facile à l'avoir, et du coup, nous sommes dans une impasse, parce que finalement, ces acteurs se disent qu'il faut rester dans le statu quo et assurer ces méfaits, à savoir la mauvaise coordination entre les différents paliers de gestion. Et puis l'école de la contingence structurelle qui, normalement, remet en question l'approche institutionnaliste et disent que le changement des acteurs est très important pour pouvoir assurer cette qualité d'éducation et pour assurer une très bonne coordination entre les différents niveaux. Maintenant, pour la problématique, on essaie de voir à quel point ces niveaux, l'aspect organisationnel en éducation, contribue-t-il à la qualité des réformes éducatives au Maroc. Pour cela, je vais passer rapidement par la méthodologie, avec le choix épistémologique. Nous avons opté pour la recherche-action, l'analyse documentaire, et puis le mode mixte en qualitatif et quantitatif en même temps. Et puis par rapport à la question de l'analyse documentaire, pour avoir la crédibilité, on a jugé nécessaire d'avoir une revue documentaire et puis les deux aspects, à savoir l'approche quantitative et l'approche qualitative, pour avoir aussi bien des questionnaires et des entretiens auprès des acteurs qui maîtrisent beaucoup plus le système éducatif. Et là, c'est le processus sur lequel on est aussi établi pour avoir le cadre d'analyse suivant de Jean-Marie Girard de 2018, et qui consiste à mettre la lumière sur deux étapes essentielles. La première étape, c'est beaucoup plus les conditions de l'éducation, et qui regroupe un certain nombre d'éléments essentiels au niveau stratégique, mais au niveau de processus, pour aboutir à la deuxième étape essentielle, c'est les conditions de résultat qui, là, on peut mesurer
la qualité de l'éducation. Donc là, c'est globalement un cadre d'analyse sous forme d'entonnoir qui va nous permettre d'aller de général au particulier pour mesurer concrètement au niveau opérationnel, au niveau des établissements scolaires, la qualité de l'éducation. Donc les principaux résultats. Une minute. Donc je vais être très rapide par rapport aux résultats. Ça passe très vite. Merci beaucoup. En termes de résultats, nous avons 4 éléments indispensables. D'abord, la contribution de l'organigramme. De 2002, il y avait un organigramme du ministère de l'Éducation nationale qui date de 17 juillet 2002 et qui regroupait en principe au sein du même système éducatif ce décret d'un ministère de l'Éducation nationale et en parallèle un autre système de l'école non formelle, un autre décret de 2006 qui sont normalement censés être gérés par une seule institution, ce qui fait qu'il y a parfois une interdépendance et parfois il y a des difficultés à mettre en place un certain nombre de réformes parce qu'il y a les prérogatives de chacune des structures ne sont pas tout à fait, ne convergent vers les objectifs escomptés. Et puis, deuxième élément, c'est la coordination entre les niveaux. J'ai parlé tout à l'heure des 4 niveaux, au niveau ministère, AREF, DP et établissement scolaire. Et là, il y a vraiment cette difficulté qui a été établie par les répondants des différents acteurs. Et puis, la question d'autonomie, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais je vais prendre seulement un seul qui est très intéressant dans le cadre de la régionalisation avancée, c'est qu'au niveau central, il ne voulait pas donner beaucoup plus, déléguer plus de compétences vers le régional. Et les régionales, ils estiment qu'ils ne sont pas tout à fait aptes, dans cette période-là, à avoir toute cette charge en termes de compétences et de mise en œuvre de la réforme au niveau de chaque région. Et il y a une hésitation d'avoir accepté ce genre de... Juste une dernière, c'est que les clubs pédagogiques, ils sont très importants, ils sont jugés très importants. Malheureusement, la mise en œuvre de ces clubs éducatifs n'est pas à la hauteur, tout simplement parce qu'ils ne sont pas opérationnels. Et même si parfois ils sont opérationnels, il manque beaucoup de ressources, aussi bien au niveau de ressources humaines et financières. Et merci beaucoup. Je vous remercie pour votre communication. J'appelle Madame Safa Mzara donc, pour faire une communication concernant la révolution numérique dans l'éducation au Maroc vers une pédagogie innovante et accessible. Donc je cède la parole à Madame. Donc bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter notre recherche intitulée « Révolution numérique dans l'éducation au Maroc vers une pédagogie innovante et accessible ». Analyse l'impact de technologies numériques sur le système éducatif marocain et explore les pratiques innovantes qui en émergent. Donc, sans trop tarder sur le plan, donc, on va présenter un petit peu, on va introduire un peu le secteur. Le secteur éducatif est en pleine mutation grâce aux technologies numériques. Au Maroc, des initiatives telles que la création du CNDE, donc le Centre national de digitalisation et de l'enseignement à distance, montrent une volonté de modernisation. Cependant, il est crucial de comprendre comment ces technologies transforment réellement les pratiques éducatives. De cela, donc, notre objectif de l'étude est d'analyser l'impact de la digitalisation sur l'éducation marocaine et d'identifier les pratiques innovantes émergentes de cette transformation. Donc, notre problématique se propose comme suit. Comment les technologies numériques transforment-elles l'éducation au Maroc ? Et quels sont les impacts des technologies numériques sur les pratiques pédagogiques et les résultats des élèves dans le système éducatif marocain.
Et quels sont les défis et les opportunités liées à l'intégration des technologies numériques dans les établissements éducatifs. En particulier, on va faire une comparaison entre la zone rurale et la zone urbaine au Maroc. Un petit peu, nous avons basé notre étude sur une revue de littérature, bien évidemment, donc couvrant plusieurs points clés. Le premier point, c'est les typologies des pédagogies numériques. Donc, il y a des pratiques pédagogiques. Il y a 3 générations pédagogiques, la cognitivo-comportementale, le constructiviste social et le connectiviste. Donc, puis il y a l'apprentissage, il y a des travaux qui ont un petit peu mis la lumière sur l'apprentissage hybride, ce mixage entre le présentiel et le distanciel. Et par la suite, donc il y a l'approche un peu adaptation avec les nouveautés, telles que les travaux en réponse éducative face à la Covid aussi. Et il y a des travaux qui se sont basés sur l'introduction de et l'évolution des technologies éducatives. Et bien sûr, on s'est basé sur des rapports de l'UNESCO et de l'OCDE pour un petit peu savoir et avoir une idée sur le contexte marocain. Donc, pour le contexte marocain, donc la numérisation est une priorité stratégique, mais des écarts importants subsistent entre les zones urbaines et rurales, notamment en termes d'accès à Internet et infrastructures. Ces inégalités posent un défi majeur, bien que la technologie permette de moderniser les pratiques pédagogiques. Elle risque également d'exacerber les fractures. En fait, déjà, la pandémie de Covid-19 a accentué ces inégalités. On n'a pas pu s'adapter à 100%, il y avait des problèmes d'adaptabilité. Donc, dans les zones urbaines, il y avait 85% des écoles qui ont accès à Internet, alors que les zones rurales, ce taux chute de 40%. Donc, ces inégalités limitent l'accès équitable aux opportunités numériques. Donc, les technologies numériques améliorent les pratiques pédagogiques et l'engagement des élèves grâce à des outils interactifs, mais leur impact est limité en raison du manque d'infrastructures, comme je viens de dire, et de formation continue des enseignants. Pour mener à bien cette étude, nous avons opté pour une méthodologie de recherche, une approche qualitative et comparative. Nous sommes basés sur l'analyse documentaire, des rapports de l'UNESCO, de l'OCDE et des études marocaines. Et nous avons aussi opté pour une étude de cas. On a opté pour la comparaison du Maroc avec le Rwanda, la Singapour et l'Estonie. Et on a analysé, on a opté pour l'analyse thématique, regroupement des données autour des infrastructures et de la formation des enseignants et de l'adoption des technologies. Donc, passant directement, je pense, aux résultats, les infrastructures numériques au Maroc donc, sont marquées par des disparités significatives. Donc, on a approuvé que dans les zones urbaines, il y a quand même l'application des plateformes comme Moodle, Google, Classroom sont quand même plus en plus adoptées.
Et dans les zones rurales, l'accès à Internet reste limité et freinant l'adoption des outils numériques. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer les graphiques donc réalisés par nos soins. On passe directement à la suite. Donc, en termes de pratiques pédagogiques, l'apprentissage hybride, combinant présentiel et distanciel, gagne en popularité au Maroc. Il commence à se développer de plus en plus. Et les outils interactifs tels que Kahoot et Padlet renforcent l'engagement des apprenants. Cependant, le manque de formation des enseignants et la résistance au changement freinent une adoption généralisée. Donc, nous avons comparer, je vous ai parlé de la comparaison faite entre le Rwanda, la Singapour et l'Estonie. Donc la Rwanda avait un programme qui s'appelle One Laptop per Child pour équiper les élèves des zones rurales. Alors que la Singapour avait une intégration systématique des technologies dans le éducatif. Quant à l'Estonie, elle a opté pour la formation continue des enseignants pour assurer une utilisation efficace des outils numériques. Donc, c'est tout concernant les résultats. Il me reste 2 minutes, je pense. 1 minute. Donc, je passe directement aux recommandations. Pour maximiser les bénéfices de la digitalisation et réduire les inégalités, nous proposons les subventions pour l'acquisition des technologies éducatives, l'incitation fiscale pour les entreprises fournissant des équipements, ainsi un programme national de formation continue pour les enseignants marocains. Aussi, on a proposé un ensemble des étapes pour la mise en œuvre des infrastructures numériques. Les étapes, c'est l'évaluation des besoins, le partenariat public-privé et l'implémentation. Puis, il y a la formation continue. Je parle souvent de la formation et j'insiste sur la formation continue des enseignants. Et puis, le suivi et que ça soit de numérisation, digitalisation de l'enseignement, que ce soit sur le savoir-faire, voilà, des enseignants ou l'apprentissage des étudiants. Donc, on a opté pour un modèle de gouvernance centralisée pour la digitalisation de l'éducation aussi. Et pour conclure, on a fait une autocritique, 1 minute s'il vous plaît, une autocritique pour notre recherche. Toute recherche a des limites. Donc on avait du mal à accéder aux données quantitatives récentes et il y avait l'absence d'évaluation à long terme et il y avait des enjeux culturels et sociaux représentés. Donc pour des perspectives, on va opter pour l'élargissement et l'analyse longitudinale de notre recherche. Donc, pour conclure, je lance donc un appel aux décideurs politiques, aux enseignants, aux communautés locales pour qu'ils collaborent ensemble afin de garantir une éducation de qualité pour tous. Donc voilà, ma présentation est arrivée à sa fin. Je vous remercie. J'avais pas la... Ah, il y a une intervenante en ligne. Madame Iman, ok. Là, nous aurons Madame Iman Al-Qshiri avec nous en ligne, qui va faire une communication sur le mode de gouvernance impulsé par la dynamique de réforme budgétaire, analyse du dispositif de pilotage de la performance publique.
Non, oui, oui, je sais, non, marche pas. J'espère que j'étais pas trop dur. Normalement, je suis sur le Pas temps. du tout. J'ai lancé un sur PC, j'ai lancé les 10 minutes. Quand il est ça, c'est 9 minutes. Ah, non, 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 c'est داك الدقيقة كتبقى pour conclure tout ça لأن مازال عاوتاني واحد لا بوز كافي دونك pour les invités. حنايا بحال دابا أنا شنو أنا غادي نكون que je prenne la route donc. C'est bon? On a un problème ديال le son. غادي نديرو Est-ce qu'ils nous entendent déjà? لا هي كتسمعنا. مدام إيمان vous m'entendez? ايوا عندنا problème ديال الميكرو. Ça c'est pas possible. Bonjour madame. Est-ce que vous venez? لا حيت الفوليوم Oui, mais le problème c'est on n'arrive pas à projeter votre son donc directement dans la salle. On est. En fait, on ne peut pas projeter le son. Bah si, normalement. Si, normalement même à partir de l'écran. زيدي le son. Fais le son. Tout le réglage. Voilà. Est-ce qu'il est le. Voilà. Le son il est max. Non. Full screen. Là, normalement. Voilà, là le micro il est actif là-bas. هذاك ديالنا Ok. سي ديجا اوتوريزي راه باينه راه كون كانت هذا كانت تبان شوف لو سون بس صاي يسحو وي راه كتحاول تهضر من الميكرو لو سون تيتسمع شي هنا انا تيتسمع تما ماشي تيتسمع هنا تيتسمع ما يمكنش هنا كنت تسمع Dites à Madame Khchiri d'essayer si elle peut parler. مدام هذا هو سي يمكن دير هذيك هنا نشوف واش يتسمع مدام s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? On a un problème de partage de son. Les invités ne peuvent pas vous entendre. On cherche une solution. Mais il faut chercher du son. Même si en mettant le micro à côté de l'ordinateur, donc on a du mal. Normalement, le son il te connecte à des. خدينا لا هذا اللي اوتو واش ما عندي انا هنا شوف هذا هو إيشاري هو هذا ماشي دير الرئيس ديالنا زيد إيشار سير هنا زعما شوف لو سون هنا فين كاين enregistré sous-titre salle de réparation document. L'audio déjà il est éteint. شنو هذا؟ هذا افيش هذا هنا باش الا بغينا نافيشو افيشو شي حاجه لي روتي هنا ندخل هنايا لو سون شنو كاين؟ برك هنا اكوتي في داك السن فوالا هذا برك هنا هذا سي بور الميكرو وي
Sélection haut-parleur. Voilà, exactement. D'abord, là, est-ce qu'elle... Madame Iman. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Lkhchiri. On vous écoute. Madame Iman, à vous la parole. Oui. Vous pouvez commencer. D'accord. Vous avez 10 minutes si vous plaît. Vous avez 10 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cher professeur, honorable audience, tout d'abord, je tiens à m'excuser de n'avoir pas pu assister avec vous en raison de contraintes professionnelles. Et je tiens à exprimer ma gratitude au comité d'organisation pour leurs efforts pour faciliter ma participation avec vous, même en distance. Donc, la thématique de ma recherche s'inscrit dans le cadre du management public et après à la réforme des finances publiques qui s'est couronnée par la réforme budgétaire, notamment avec la loi organique des finances de 2015, qui concrétise une mutation profonde du processus budgétaire depuis la programmation jusqu'à l'évaluation, mais aussi une évolution importante dans les pratiques managériales dans l'administration publique et aussi dans le système de pilotage de la performance publique. Permettez-moi de vous présenter le plan de mon exposé. Tout d'abord, je vais présenter le cadre général de la recherche, puis les déterminants du nouveau mode de gestion budgétaire, ainsi que la méthodologie instrument d'investigation terrain pour faire ressortir des pistes de réflexion pour la consolidation de la gouvernance financière. Alors, ma recherche s'inscrit dans un contexte marqué par la rareté des ressources, avec l'hégémonie intellectuelle du mouvement néolibéral qui prie pour l'utilisation des outils qui étaient exclusivement dédiés au secteur privé dans le secteur public, à la réflexion à revoir le mode de gestion dans le secteur public. Au niveau national, l'avènement de la Constitution de 2011 a introduit les principes d'une bonne gouvernance, de renforcement de l'efficacité de la gestion publique, de la transparence et de la réduction des comptes. Aussi, il y a eu beaucoup de réformes sectorielles qui concrétisent, qui constituent un socle d'opérationnalisation des politiques publiques, notamment avec le renforcement de la cohésion sociale, le plan de modernisation de l'administration publique et la dynamique de déconcentration administrative. Le contexte de notre recherche s'inscrit aussi au niveau du ministère de l'économie et des finances, notamment la direction du budget qui pilote ce chantier de réforme budgétaire et qui a initié les départements ministériels à ce chantier à travers des débats de préfiguration depuis le projet de loi de finances de 2014 jusqu'à généralisation au niveau du projet de loi de finances de 2017. Alors, la nouvelle loi organique qui est considérée comme une constitution financière, elle régit la gestion des finances publiques et a apporté des modifications en termes de culture managériale, des pratiques sur le plan comptable, financier et budgétaire. Donc, elle a pour objectif de renforcer la performance de la gestion publique en s'inscrivant dans un horizon temporel pluriannuel qui a aussi contribué à la refonte de la nomenclature budgétaire, à une nouvelle démarche de performance et à une souplesse dans le déploiement de la gestion des crises. Aussi, il y a eu un renforcement de la transparence de la gestion publique à travers la maîtrise de la gestion des supports budgétaires, notamment les fonds spéciaux du Trésor et des segments, et aussi à travers l'instauration d'un système comptable à trois dimensions, comptabilité générale, comptabilité budgétaire et comptabilité d'analyse des coûts. Aussi, le troisième pilier a porté sur l'affermissement du rôle du Parlement dans le débat budgétaire et dans l'évaluation des politiques publiques à travers l'enrichissement des informations mises à la disposition des parlementaires et aussi à travers le réaménagement du calendrier d'examen et des votes des trois lois de finances, la loi de finances annuelle, la loi rectificative et la loi de règlement.
Aussi, parmi les apports de cette loi organique dans laquelle s'inscrit la réforme budgétaire, non seulement le côté budgétaire, mais aussi le côté managériel, à travers la création d'une nouvelle fonction managérielle qui est le responsable du programme, qui a un rôle clé dans la préparation de la loi de finances, son exécution et le contre-compte sur les avancées réalisées au niveau des rapports de performance. Cette relation nouvelle entre le responsable du programme et les autres responsables budgétaires est régie par une charte de gestion qui délimite les modalités de négociation budgétaire et d'exécution de la loi de finances. Bien évidemment, il y a aussi un dialogue de gestion qui est instauré entre tous les acteurs impliqués dans le processus budgétaire. Avec cette nouvelle loi organique, on a aussi revu la notion de performance. La performance n'est plus combinée dans une logique purement financière, mais on a une évolution de paradigme vers une approche multidimensionnelle de la performance qui inscrit des dimensions aussi bien objectives que subjectives. Maintenant, on parle d'impact socio-économique, de qualité de service et de l'optimisation de la gestion financière. Donc, notre recherche s'est focalisée sur les 37 départements ministériels qui élaborent le projet de performance qui accompagnent la loi de finances annuelle. Donc, nous avons eu des discussions avec les points focaux au niveau des 37 départements ministériels qui nous a permis de faire ressortir les résultats suivants. Il y a une consolidation de la rigueur budgétaire à travers la maîtrise des reports de crédit, amélioration de l'exécution budgétaire, la sincérité de la programmation budgétaire et la rationalisation de la gestion. Il faut lui dire une minute. Une amélioration de la performance de la gestion publique avec une meilleure stabilité de l'architecture budgétaire, un respect du référentiel, une stabilité du dispositif de performance, un enrichissement des référentiels juridiques qui cadrent cette réforme budgétaire, notamment la diffusion des circulaires qui est du chef de gouvernement pour la préparation de la PPT, la programmation budgétaire triennale, la circulaire sur le rôle et l'attribution des responsables de programme, et aussi l'adoption du décret sur le contrôle de gestion. Le quatrième volet, les renforcements de l'autonomité, notamment à travers la mise en œuvre d'un plan d'action pour prendre en charge les recommandations du rapport des performances élaboré par la Madame Khchiri. la certification des comptes par la Cour des comptes. Oui. S'il vous plaît. Donc, en dépit de ces avancées, un bilan d'étape après 8 ans de mise en œuvre de la loi organique nous montre qu'il y a encore des défis à surmonter, notamment sur le Dites-lui, c'est bon. en termes de pilotage à travers le renforcement du dialogue de gestion intraministériel et interministériel. S'il vous plaît, madame, je vais vous prier de conclure, s'il vous plaît. Il ne m'écoute pas. Oui, madame, le neighbor Simek. Faute de temps, je vais conclure rapidement. La réforme budgétaire n'est pas seulement confinée sur l'aspect budgétaire et financier, mais c'est une réforme d'État qui nécessite une synergie entre les différents, avec les autres réformes, notamment la réforme de la comptabilité publique, la réforme des marchés publics, la réforme fiscale, et j'en passe. Donc la gouvernance des finances publiques est tributaire d'une approche intégrée qui ouvre les horizons comme des réformes complémentaires, mobilisatrice des acteurs de la gestion publique, que ce soit les responsables de programme, les directeurs centraux, multiniveau, niveau central déconcentré, administration publique, établissement public, et surtout adapté aux capacités d'appropriation des dispositions de la norme et de décret d'imprégnation de la culture de performance par les gestionnaires publics. Je vous remercie. Je vous remercie, madame. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'il y aura des questions ou pas? Ok, donc s'il vous plaît, il va falloir faire court, donc des questions concises et précises, s'il vous plaît. Je vous cède la parole.
Je vais commencer de confirmer que je vais dormir moins bête aujourd'hui, avec la quantité des informations que j'ai pu assimiler aujourd'hui. Je vais pas m'attarder, c'est juste j'adhère à ce que vous avez évoqué par rapport à la transparence qui doit être, qui va droit au cœur des pratiques pédagogiques en fait. Parce que c'est un aspect qui touche la personne et non pas l'administration, parce que la personne ou bien le caractère personnel, il est fondu au sein de l'établissement quelconque. Donc vraiment on recommande à ce que ces programmes-là soient assimilés comme un trait éducatif, parce que c'est un choix en fait. Et c'est une partie d'éducation très forte. Et je vous remercie tous et toutes. Merci. Je ne sais pas si les étudiants ont des questions. Je leur donne la parole. Non, pas de questions, tout est clair. D'accord. Oui. Oui. Alors, j'ai juste deux remarques. La première, c'est par rapport au choix des pays que vous avez mentionnés tout à l'heure dans l'approche comparative. Normalement, c'est un choix qui doit être justifié. Le Singapour, je ne vois pas de point commun entre le Maroc et le Singapour. C'est un pays très très riche. Oui, par rapport. Peut-être elle est très très développée par rapport au Maroc. Personnellement, si j'étais à votre place, je ne ferais pas le même choix avec le Singapour. Le Rwanda, peut-être oui, d'autres pays, voilà. Concernant, oui, juste le monsieur Taleb, tout à l'heure, peut-être une question de gouvernance, parce que la décentralisation des prérogatives du ministère, c'est-à-dire il fallait peut-être une gouvernance plus élargie, parce qu'on a créé les académies, et on ne leur a pas donné suffisamment de prérogatives. Ils sont toujours attachés dans leur prise de décision par rapport au centre. Les justifications, c'est quoi? C'est-à-dire pourquoi? Pourquoi il y avait une gouvernance très limitée, une décentralisation très très limitée? Ils n'ont pas ce pouvoir de décision, que ce soit les délégations provinciales, que ce soit les académies. Ils n'ont pas un pouvoir de décision. Ils doivent toujours revenir au centre pour prendre les décisions. Alors, ce n'était pas ça l'approche, ce n'était pas ça l'ingénierie au départ au niveau de l'organisation du ministère de l'Éducation. Et merci. Salam alaikum maratan ukhra. النقطة اللي باغي ندخل فيها هي اللي كتهم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. جاء يعني في العرض أن المركز لا يريد يعني أن يعطي يعني صلاحيات أو اختصاصات للأكاديميات ليس هذا هو المشكل. المشكل الأساسي هو في الأكاديميات نفسها، لأن المرسوم القانون 0700 لم يكتمل بعد. لماذا؟ لأن الأكاديميات لابد لها من دليل مسطري أو المانيول دو بروسيدور مازال ما عندناش. ثانيا أن سجل الممتلكات مازال ما عندناش يعني الباتريمون. ثالثا المحاسبة التحليلية لا زالت لم يعني تتم إرساؤها. ورابعا ليس لديها صنافة المداخيل والخدمات، بمعنى باش غادي يكون عندها واحد يعني الخازن ديال المداخيل، لأن عندنا دابا تريزوري بيور وليس الخازن يعني ديال المداخيل أو القابض. وشكرا لكم. Merci. Je vous laisse faire un commentaire ou deux concernant les questions ou les commentaires des intervenants. Donc je vais vous répondre sur le choix des pays. Pour la Singapour, ce n'était pas pour la comparaison entre la Singapour et le Maroc, mais pour s'inspirer des pratiques pédagogiques et de la révolution numérique et des pratiques dans la révolution numérique pour un petit peu suivre ce que les autres pays ont fait. Voilà. Donc je pense que j'ai bien répondu. Merci beaucoup. J'adhère complètement à ce que vous avez dit tout à l'heure pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, évoquer la question de la marge de manœuvre que j'ai cité tout à l'heure. Et Michel Crozier, dans L'acteur et le système, dans son ouvrage L'acteur et le système, a dit qu'en principe, au moment où vous donnez
marge de manœuvre beaucoup plus importante aux acteurs dans un système. Et là, ils ont la possibilité, la tendance d'avoir des compétences supplémentaires pour pouvoir assurer leurs tâches et assurer même l'innovation en termes de mise en œuvre de leurs prérogatives. Et ça permet une pertinence et efficacité des résultats. Deuxièmement, la question des par rapport à... En fait, je n'ai pas détaillé tout à l'heure au niveau de la présentation, étant donné que le temps est très limité et je n'ai pas pu assurer un certain nombre de développements des idées. Mais par rapport à la question des AREF, c'est vrai que vous avez cité le manuel de procédure. Je vous dis tout simplement qu'aucun ministère, aucun département ministériel, aucune instance nationale au niveau Maroc n'a un manuel de procédure. Et ça, c'est une problématique en soi et qui n'assure pas cette pertinence en termes de décentralisation, et même les acteurs au niveau locaux ont besoin d'un accompagnement dans un premier lieu avant d'avoir vraiment cette autonomie et assurer cette possibilité de travailler la mise en pratique des politiques régionales et pas centrales, parce qu'on ne peut pas faire le tout au niveau de Rabat, alors que vous savez très bien, vous savez toutes et tous, la diversité de nos régions. Et ça c'est dans ce sens-là que je crois qu'il est très recommandé, très justicieux d'avoir des politiques régionales et pas centrales. Merci beaucoup. Juste pour rebondir sur le processus de prise de décision, que ce soit sur le niveau régional ou central, peut-être en ce qui concerne le ministère de l'Éducation et l'Académie, ceci n'est pas faisable, mais dans d'autres départements ministériels, les directions régionales ont le pouvoir de décision, à côté du pouvoir, bien entendu, de suivi et de supervision, mais ils peuvent décider sur les affaires locales à caractère, bien entendu, opérationnel et non pas stratégique. Je vous remercie encore une fois pour votre attention, pour vos discussions, pour tous les échanges que vous avez fournis, et je vous dis à demain, Inch'Allah.